Pourquoi l'Occident est responsable des situations de pauvreté et d'inégalité dans le monde? Alors, nous allons essayer de tenter de répondre à ces questions de manière assez précise et assez courte. Déjà pour plusieurs raisons. C'est que l'Occident avait la possibilité de créer un monde qui, premièrement, l'Occident avait comme possibilité de créer un monde qui soit basé sur l'accès à tous les besoins des sociétés humaines, des êtres humains, et puis de créer aussi un équilibre avec les écosystèmes. Alors on pourrait penser qu'au XVIIIe ou XIXe siècle, ces idées étaient balbutiantes, mais qui existaient déjà, et que donc l'idée d'un équilibre avec les écosystèmes n'existait pas encore. Donc ça, on peut peut-être le mettre de côté, bien que l'essentiel des sociétés humaines, y compris les sociétés occidentales pré-industrielles, avaient cette notion d'équilibre avec les écosystèmes. Donc ensuite, sur les inégalités et sur la domination envers les pays en dehors de l'espace occidental, de l'espace européen de l'époque, et surtout des grandes puissances, bien sûr, de l'espace européen, parce que d'autres puissances d'autres pays ont joué des rôles moindres, si on pourrait citer l'exemple du Danemark, de la Suède, de la Pologne, voilà, ont joué des rôles moindres en termes de colonisation. Mais ils en ont joué ensuite après, et notamment plus récemment dans les guerres qu'on peut qualifier de guerres de pillage qui se sont produites notamment au Moyen-Orient ou en Afrique. Et donc voilà, pour revenir à cette idée, c'est que effectivement, l'Occident aurait pu choisir un autre projet de société, aurait pu choisir un autre, surtout qu'elle promeuvait les idées de progrès, de justice, d'égalité, les droits de l'homme, etc. Et donc, en même temps, il y avait une totale dichotomie, une totale dissonance cognitive qui était à côté, exploiter les gens, les dominer, les rendre à l'état d'esclaves, et que c'était totalement l'inverse de ce qui était prôné. Et donc il y avait là la possibilité à l'époque de pouvoir considérer tout le monde de manière égalitaire et considérer tout le monde comme digne de pouvoir avoir accès à toutes les technologies, etc. Malheureusement, il y a eu tout le contraire, et qu'il y a eu une domination, une exploitation, que tous les aménagements qui ont été faits, que les partisans de la colonisation vantent souvent, ont été des aménagements qui ont été faits que soit pour servir les colons qui étaient implantés dans ces colonies-là, et donc l'accès aux villes où ces colons habitaient, et donc aux villes qui étaient aussi administrées par les colonisateurs, et qui leur permettaient de pouvoir se déplacer dans les différents endroits du territoire pour pouvoir toujours contrôler ce territoire. Et c'était ça qui était la logique et qui était essentiel, mais également pour pouvoir exporter les produits. Et donc on le voit, le cas de l'Afrique est très aberrant, puisque surtout le cas de l'Afrique occidentale, donc toute la corne de l'Afrique, la corne occidentale de l'Afrique, on va dire, pas la corne, mais le côté arrondi de l'Afrique occidentale, où tous les aménagements des chemins de fer ont été faits de manière rectiligne, et jamais de manière transversale. Et pourtant, dans ces régions-là, les régions étaient administrées par un même colonisateur, généralement qui était la France. Sauf le Libéria, qui a été une colonie créée, enfin qui a été du moins un pays créé pour que les États-Unis se déchargent de leurs esclaves, de leurs anciens esclaves, et qu'ils créent une colonie. Et donc ça, c'est un projet qui a été spécifique. Mais en dehors de ça, voilà, l'essentiel de ces territoires-là était possédé par la France, et donc aurait dû avoir un aménagement. S'il y avait eu un aménagement harmonieux, cet aménagement on aurait dû voir des chemins de fer de manière transversale entre les pays, des aménagements routiers de manière transversale entre les pays, ou même en étoile, mais on n'a rien eu de tout ça. Toutes les routes et tous les chemins de fer ont été construits de manière à faire sortir les richesses et les amener vers la mer. Et c'est quelque chose que vous pouvez encore constater jusqu'à aujourd'hui, et qui est un problème dans l'aménagement régional, c'est-à-dire entre pays de la sous-région mondiale. Un aménagement régional qui a du mal à se former, parce que ces aménagements n'avaient pas été réalisés. Donc, on a là un premier point. Et donc, on peut leur dire que, effectivement, aux dirigeants, à ceux qui en héritent, à ceux qui, bien évidemment, pas à ceux qui luttent contre cette idée, mais ceux qui sont encore fiers de cette idée-là, de se dire que l'Europe a tant contribué au monde, eh bien, on peut leur dire que non, que les inégalités, que
la pauvreté, l'extrême pauvreté, la scandaleuse pauvreté de l'Afrique aujourd'hui, qui n'est en aucun cas justifiée, est due à ce manque qui a été opéré à cette époque-là, qui aurait dû pouvoir généraliser l'accès à la technologie, l'accès au développement, et libérer, ce qui a été fait au contraire, libérer les inventions et les technologies, comme ça a été fait tout au long de l'histoire. Même si certains royaumes préservaient leurs atouts technologiques et scientifiques, il y avait toujours des fuites et au final, les inventions ont toujours circulé. Et donc, il y a une politique des brevets qui s'est mise en place à partir de la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle et qui a fermé l'accès à l'évolution, aux nouvelles technologies, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la pensée occidentale, qui prétend le contraire, qui prétend que c'est la science et la technologie qui va libérer l'être humain. Mais sauf que cette science et cette technologie n'a pas été libérée du tout pour les pays pauvres. Et donc on a toujours encore une fois cette dichotomie. Alors pourquoi est-ce que cette inégalité de traitement a été réalisée au travers de la planète? C'est parce qu'il y avait une conception qui reste aujourd'hui dans les esprits, malgré tout, malgré que les gens disent s'en défaire, mais ce n'est pas vrai. C'est cette conception de supériorité raciale. Et cette conception a suivi la population de l'Occident jusqu'à aujourd'hui, de telle manière que la manière de regarder les autres, la manière de leur parler, leur manière d'analyser leurs problèmes se trouve toujours sous cet angle qui est un angle de supériorité, qui veut dire aux gens, nous sommes supérieurs et ce que vous faites est forcément nul. Et donc, grosso modo, c'est la vision, en tout cas, le rapport qu'ont les pays occidentaux face au monde. Alors, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a même pas mal de gens qui essaient de lutter contre ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont capables de changer aussi si on leur explique. Et c'est bien pour ça qu'on fait ce genre de vidéos et que moi je fais ce genre de vidéos, c'est pour pouvoir justement susciter une réaction et pas dorloter les gens et les conforter dans cette idée que tout se passe bien, que eux ne sont pas responsables des problèmes qui existent, que eux n'y peuvent rien changer et qu'eux n'ont pas à se remettre en question dans leur individualité. Alors que je pense que c'est important de changer dans son individualité pour pouvoir participer au changement, créer le changement déjà autour de soi, dans son voisinage, dans sa famille, dans son milieu, et puis dans sa société pour pouvoir envisager une société meilleure, une société mondiale qui soit meilleure. Alors justement, on se dit, oui, j'entends ça aussi, que si ce n'était pas l'Occident qui avait fait comme ça, bien d'autres auraient fait et auraient fait même pire. Alors rien n'est prouvé, cette théorie un petit peu de fantasmer sur le monde et puis d'anticiper aussi ce qui aurait pu se passer ou d'imaginer des réalités alternatives qui auraient été forcément pires, pourquoi ? Eh bien il n'y a aucune raison à ça. Il n'y a aucune raison, il y a plein d'autres modèles ou de royaumes dans l'histoire qui ont démontré des capacités de gestion à la fois raisonnées, à la fois plus justes ou plus dignes pour les populations, et que donc ce n'est absolument pas une règle. Je citerai à nouveau Kropotkin, qui est un géographe du 19e siècle, et qui disait qu'il préférait même la gestion des empires à celle qui a été opérée lors du capitalisme par la suite. Parce que les empires se contentaient d'envahir et de prélever l'impôt, donc d'augmenter leur territoire et de prélever l'impôt, mais respecter les cultures et ne chambouler pas les économies, ce qui a été vraiment le contraire pour la colonisation. Et donc là, nous arrivons au deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai chamboulement des économies, et je fais encore le parallèle avec ce sentiment de supériorité, c'est-à-dire que à la fois on chamboulait les économies, et à la fois on maintenait tous les privilèges ou tous les intérêts pour les populations blanches qui venaient s'installer, et pour les pays européens qui dominaient le monde. Et donc on n'a jamais favorisé l'émergence de classes d'investisseurs, on a détruit les classes d'investisseurs qui se trouvaient sur place, les classes commerçantes, les classes d'artisans, on a tué l'artisanat local pour pouvoir exporter vers ces pays qui étaient également des marchés de consommation, qui n'étaient pas que des territoires d'exploitation. Si on prend le cas de l'Inde, l'Inde est le cas le plus flagrant, mais il y a aussi le cas de la Chine qui est un cas tout aussi flagrant, puisqu'il y a eu la politique de la canonnière qui a été opérée aussi par le Japon, qui a obligé l'espace chinois, l'empire chinois à s'ouvrir, tout comme le Japon, pour pouvoir commercer au Japon et en Chine. Alors bien sûr, c'était faire du commerce d'importation, mais c'était beaucoup du commerce d'exportation. Et donc, bon, après, voilà, on peut dériver sur d'autres histoires. Il y a la question de l'opium qui a été développée en Chine pour pouvoir
affaiblir les volontés nationales pour pouvoir transformer la société chinoise, mais ça c'est un autre sujet. Et donc bon, ces sujets-là peuvent se répéter vraiment de nombreuses fois en ce qui concerne les pratiques coloniales qui ont été réalisées et qui expliquent pourquoi aujourd'hui, en fait, ces pays ont eu beaucoup de mal à faire avec les règles de la mondialisation, à faire avec aussi avoir des classes prêtes pour la mondialisation, et puis surtout parce que la mondialisation c'est un système d'exploitation et que beaucoup de pays ne l'avaient pas compris, ne l'avaient pas compris, et puis surtout, pour avoir une exploitation, il faut avoir une armée forte, il faut avoir une supériorité militaire. Si vous n'aviez pas la supériorité militaire, et même par le nombre, comme le cas de la Chine, eh bien, vous étiez fichu. Et donc les seuls pays qui s'en sont sortis sont finalement des pays qui à la fois n'ont pas été colonisés, qui ont pu garder leur classe commerçante, leur classe d'investisseurs, leurs structures économiques, et puis comment dire, un pouvoir fort sur le développement du pays, sur l'aménagement du territoire, sur le commerce, sur l'économie. Et donc ça a été la Chine qui n'a pas été réellement colonisée, mais qui a été sous influence en tout cas et soumise à des dictats européens. Ça a été le Japon qui lui est resté totalement indépendant, bien qu'il ait été obligé de s'ouvrir par la politique de la canonnière qui a été pratiquée à partir du XVIIIe et XIXe siècle. Et puis bon, on retrouve aussi le royaume de Siam, la Thaïlande et d'autres pays qui ont connu des destins mais plus récemment, moins chanceux. On pourrait dire l'Afghanistan qui a été sous influence occidentale mais moindre et qui jusque dans les années 70 c'était un pays qui se tenait, hein, c'était un pays à l'écart de l'international, un peu comme le Bhoutan finalement, mais le Bhoutan a vécu bien et n'a pas eu besoin de se justifier par rapport à son modèle de développement, et c'est un pays qui est un peu c'est le pays le Seigneur des Anneaux, je sais pas, enfin, une image un peu féerique quelque part au Bhoutan. Et je pense que pour l'Afghanistan, on n'était pas très loin de ce genre d'image. Un pays montagneux, une chaîne qui est contiguë de l'Himalaya, de montagnes très hautes, et puis voilà, avec des ressources et des paysages qui sont très beaux. Voilà. Et puis on a aussi l'Iran qui finalement ne s'en est jamais mal sorti. La Turquie, on pourrait dire, qui est un peu considérée comme un pendant de l'espace européen, et donc qui avait cette proximité et qu'on a pu de manière variable faire intégrer à l'espace européen et maintenir dans cette idée un petit peu d'européanité et de supériorité européenne. Et donc voilà, on a ce cas de figure-là. Et puis on a les pays d'Amérique latine avec une forte présence de populations d'origine européenne qui maintenaient leur pouvoir et leurs privilèges dans ces pays-là, et qui ont fait que la plupart de ces pays-là, quand il y avait une forte proportion d'Européens, sont restés assez développés. Donc on a le cas de l'Argentine et du Chili surtout, qui sont très emblématiques, avec une très forte proportion de personnes d'origine européenne. Un peu plus pauvre, on a le Brésil, et puis en crescendo comme ça, et c'est souvent, il y a une très forte corrélation entre la présence de population européenne et le niveau de développement et la richesse. Et donc on a ces connivences, ces collisions entre les pays européens et les populations européennes, qui font que, de manière tacite ou non tacite, les réseaux s'étaient organisés comme ça, et les privilèges se maintenaient, malgré le fait que ce n'étaient pas des pays européens. Le cas de l'Afrique du Sud aussi est très révélateur. Et voilà. Et donc, c'est le deuxième point de là où je voulais en venir. Enfin, le troisième point, ce sont évidemment les guerres de pillage qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, et qui se sont continuées au cours du XXIe siècle. Et donc on a les guerres de pillage et les guerres d'affrontement aussi. Et puis le fait de vouloir maintenir l'Afrique dans un état de fournisseur de matières premières, mais qui ne puisse jamais se développer. Et donc on a là des démonstrations et des exemples qui sont nombreux. Moi je vous invite à les découvrir sur Internet. Concernant l'Afrique et la spécificité de l'Afrique en termes de non-développement, mais pas parce que l'Afrique ne pouvait pas se développer. C'était vraiment des conceptions racistes et ridicules. Et il faut vraiment que vous vous secouiez le cocotier là-dessus. C'est des conceptions débiles de penser que l'Afrique ne pouvait pas, mais qui ont été alimentées par des théories raciales, évidemment, sur l'intelligence de l'Afrique. Et aujourd'hui, les Africains m'émerveillent parce qu'ils sont capables d'une pensée à la fois bien supérieure et puis systémique. Et puis, alors je dis pas à tout le monde, hein, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, on va trouver de tout. On va trouver des bimbos et des barbeaux qui vont parler un peu de tous les sujets et qui vont parler aussi de géopolitique.
Mais on va aussi trouver des gens qui sont totalement excellents dans ce qu'ils font et c'est tout un potentiel aussi que je pense que dont l'humanité s'est privée pendant des décennies, voire des siècles. Et donc, voilà, il y a eu ces guerres de pillage, et ces guerres de pillage ont été nombreuses. Guerres de pillage et puis la mainmise des multinationales sur les pays. Et tout ça combiné, donc les guerres de pillage, je le répète encore une fois, donc il va y avoir l'Algérie, il va y avoir la Libye, il va y avoir l'Irak. Alors j'ai cité l'Algérie, mais je pense qu'il vaut mieux en parler à part, c'est un autre phénomène et l'implication en tout cas des pays occidentaux et la situation des événements en Algérie dans les années 90 et 80 est encore à discuter, mais c'est quelque chose qui se révélera au grand jour très certainement dans quelques décennies. Mais en tout cas, bon, voilà, donc on a l'Irak, on a la Syrie, on a la Libye, et qui sont à la fois des raisons géopolitiques et des raisons de pillage des ressources et des raisons d'accès et d'accessibilité pour des projets, traversées de pipeline, pour des projets aussi de continuité pour avoir accès à certains pays et de créer des espaces continus qui soient des espaces qui soient soumis à la domination occidentale, qu'elle soit américaine ou européenne, même si la domination européenne a l'air plus timide. En tout cas, l'espace européen qui se forme et la connivence entre les différents pays, que ce soit la France et l'Allemagne, ou en tout cas la France et la Grande-Bretagne, mais aussi quelque part avec le soutien de l'Allemagne, qu'il soit à géométrie variable, mais le soutien de l'Italie est ancien, et le soutien de l'Espagne, quelque part, qui sont des grandes puissances européennes, même si elles interviennent moins. En tout cas, dans l'espace européen qui s'est formé, avec d'autres pays même qui se sont rajoutés et qui se sont développés des volontés impérialistes. On pourrait prendre le cas de la Pologne qui est intervenue dans ces conflits-là, notamment en Irak et en Afghanistan. On pourrait prendre le cas du Danemark qui a été une puissance coloniale moins importante évidemment que les grandes puissances coloniales. Et tout ça, bien évidemment, a joué un rôle. Alors, est-ce qu'il faut enlever la responsabilité des individus et des Africains dans cette histoire-là, ou même d'autres pays qui sont pauvres? On pourrait prendre le cas des Indiens, on pourrait prendre le cas du Laos, du Cambodge, qui sont des pays qui sont restés pauvres, et même du Vietnam, qui est resté pauvre pendant longtemps. On pourrait se dire que toute personne a toute responsabilité et peut intervenir à différents domaines, peut réaliser des choses et puis peut s'éduquer, mais c'est compliqué. Quand on est pauvre, il faut quand même réaliser que c'est compliqué. Quand on a accès à la richesse, quand on a accès au savoir assez facilement dans les bibliothèques, comme moi je l'ai fait, hein, moi je me prends vraiment pas pour une personne plus intelligente. J'ai voulu faire des études, j'ai voulu m'en sortir. Je sors d'un milieu qui est relativement pauvre, ouvrier en tout cas, et bien voilà, je l'ai fait et j'ai cherché à comprendre. Je cherche toujours à comprendre parce que c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé dans les détails, dans la nuance. Moi je veux bien faire de la nuance, il n'y a pas de souci. Mais mon objectif à moi, c'est d'aider les pauvres. C'est de prendre comme paradigme les pauvres et la pauvreté et les inégalités. Le reste, je m'en fiche. C'est pas que je m'en fiche dans le sens c'est pas important ou que ça n'apporte rien à la vérité. Bien évidemment qu'il y a des éléments de vérité qui sont importants. Mais tant qu'on ne prend pas comme paradigme la pauvreté et les inégalités, eh bien on ne résout rien. Et qu'on maintient des espèces de flou, des espèces de brouhaha, où on invoque des neutralités, où on invoque des nuances, où on invoque des modérations, à être plus modéré dans l'être. Mais toutes ces modérations, finalement, maintiennent une inaction et une non-remise en question totale du système, et qui font que on en reste là, et on en reste toujours avec les mêmes inégalités. Donc du coup, moi je préfère me concentrer sur ce qui est le plus marquant, et ce qui est le plus criant, et ce qui est le plus normal, c'est d'aller secourir les pauvres, dans le sens m'intéresser. Moi, je n'ai pas des pouvoirs ultra magiques pour aller secourir les pauvres. Je me suis trompé d'expression, mais en tout cas, prendre cause pour la pauvreté, pour les pauvres, pour les pays qui sont opprimés aussi, et puis les gens qui se font massacrer. Et ça, c'est quelque chose qui, au cours de l'histoire, ne passera pas. Et vous le verrez dans quelques décennies, pour ceux qui sont très jeunes et qui seront encore vivants, dans quelques décennies, et peut-être avant la fin du siècle, une remise totale en question de ce qui a été fait, et puis une critique du même genre qui a été fait lors de l'Holocauste, pour l'Holocauste en tout cas, ce que les Allemands ont fait envers le peuple juif,
Bien bientôt, on va remettre en question tout ce qui a été fait et on va leur donner la même dimension que ce qu'on a donné pour l'Holocauste. Et on va y inclure bien évidemment des pays qui ont finalement subi l'Holocauste, dont les populations ont subi l'Holocauste, mais qui ont ensuite participé eux-mêmes à l'Holocauste. Eh bien, c'est le cas d'Israël et c'est le cas ben oui, de ce que fait Israël envers les Palestiniens et puis ben, de la connivence aussi d'Israël avec les pays occidentaux au lieu justement peut-être d'en avoir profité pour faire autre chose, eux aussi, c'est un autre débat et c'est un autre projet. Voilà, je vous remercie, à bientôt, et puis ben, n'hésitez pas à partager ce que je dis, et n'hésitez pas à partager ce qu'il y a sur ma page, et puis ben, à très bientôt.